écoutez, bonjour à tous, merci de nous accueillir ici même au Prolet. Merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette page Facebook dans l'émission On en parle. Ce matin, nous recevons Catherine Bernier-Boissard, membre du Parti communiste. Nous recevons également notre intervenant qui est ici. Il s'appelle, comment il s'appelle? Ah oui, André Bonorat. Jean-Luc Constant. André Bonorat. Pierre. Pierre Carpentier. Et le grognard de l'équipe, Philippe Roata. Bien, alors nous allons avoir une pensée quand même, parce qu'il fait froid partout en France, nous allons avoir une pensée tout de même pour toutes les personnes qui sont à l'extérieur, qui sont à domicile fixe. Nous aurons également une pensée pour toutes ces maraudes qui se baladent toutes les nuits afin d'apporter bon chez des personnes qui ne veulent pas, qui ne veulent tout simplement pas aller dans un endroit chaud. À ce propos, nous avons Mohamed Jaffa qui m'a envoyé un petit mot, à savoir que le gymnase Diderot était toujours fermé, alors qu'il en avait été fait la demande il y a quelques années, que Jean-Paul Boré s'en est occupé également, que bon nombre de politiques s'en sont occupés, et ce gymnase Diderot est toujours fermé. Voilà, donc c'était une information que nous voulions vous transmettre. Donc Pierre Carpentier, tu avais quelque chose quand même à apporter également, à dire. Oui, puisque on est dans l'actualité et dans le présent, et là je pense qu'on peut faire une petite pensée à Pierrot Vanel, qui est justement en ce moment est en train de nous quitter, enfin qui nous a quittés, mais voilà, donc Pierrot Vanel c'était quand même une figure de notre territoire de Camargue, et je crois qu'on peut avoir une pensée pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a amené, puisque l'aspect Camargue, l'aspect taureau, l'aspect aficionne est aussi quelque chose d'important dans l'économie locale, notamment dans notre petite Camargue. Voilà. Et je tenais à rendre hommage à tout ce que Pierrot Vanel a pu apporter dans toute l'affiliation qu'il a au niveau de sa malade. Et économie locale, justement, tu es chef d'entreprise, tu as créé un journal, une revue qui s'appelle... Tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, le lien il est un peu compliqué par rapport à Pierrot Vanel. Mais... Non, mais écoute, c'est un lien, ça tu vas le faire, fais-le toi-même. Ouais, tout à fait. Donc en fait c'est le journal ITPE, qui est un journal qui est fait par les chefs d'entreprise, pour les chefs d'entreprise, et porté par les chefs d'entreprise. Donc c'est quelque chose qui est distribué pour faire sortir un petit peu la tête du guidon de tous les chefs d'entreprise, essayer de les oxygéner, mais aussi de se rencontrer, de développer du business, puisque ce journal est distribué aussi dans tous les clubs, les associations d'entrepreneurs, qui aussi ont un grand mérite aussi par rapport à tout ce qu'ils font, de manière à pouvoir, puisqu'en fait le Gard est un département de PME, puisque 95% des entreprises sont des entreprises qui ont moins de 15 salariés, donc on n'est pas véritablement dans des gros business, mais des petites entreprises, des PME qui ont bien souvent une notion familiale et une notion forte, et donc l'intérêt de les aider, de leur donner des informations, de les mettre en avant aussi. C'est un peu l'idée du journal ITPE Le Gard. Bien, tu vois, la tradition est vite faite. Merci. Bien, alors Catherine Bernier, bonsoir. Bonjour, comment ça va? Ça se passe bien? Ça va très bien, merci. Merci de m'inviter. C'est avec grand plaisir que on va prendre un deuxième micro. C'est avec un grand plaisir que nous t'invitons ici même, au Prolet, je vous le rappelle, qui va fêter ses 110 ans au mois de juin. Donc c'est une institution ici à Nîmes. Donc une CPL, peux-tu nous dire le fonctionnement de une SPL? Une société publique locale. Voilà. Une société publique locale, c'est une société de droit privé, une société anonyme, qui a été créée par la loi en 2010 et qui est donc tout à fait légale, qui n'a rien de mystérieux ni d'illégal. C'est une société qui permet aux collectivités d'intervenir directement sur leur territoire et de gérer un certain nombre de domaines comme le tourisme, comme la culture ou d'autres aspects. Sans être obligé de passer par l'État. Alors, la particularité de la SPL par rapport, par exemple, aux sociétés d'économie mixte qui sont plus anciennes, puisque celles-ci datent de 2010, les sociétés d'économie mixte datent des années 70, et la première grande société d'économie mixte, d'ailleurs, a été créée à Nîmes
C'était la compagnie du Baronne, enfin l'actuelle compagnie du Baronne. Elle avait été créée pour l'irrigation du Languedoc au moment de l'arrivée des rapatriés d'Algérie. Donc la différence entre une société d'économie mixte classique et la société SPL, Société publique locale, c'est que la société publique locale ne nécessite que 2 actionnaires, 2 minimum, alors que la SEM en nécessite un plus grand nombre. Et en l'occurrence à Nîmes par exemple, la société publique locale Culture et Patrimoine qui va gérer le musée de la Romanité a 2 actionnaires principaux, enfin 2 actionnaires uniques d'ailleurs. C'est d'une part la ville de Nîmes qui est minoritaire et d'autre part la commune de Saint-Gilles. Et quelle est l'opposition dans ces cas-là, par exemple, toi qui es conseillère municipale de l'opposition, est-ce que tu as des vues sur ces projets, sur tout ce qui se passe? Voilà, c'est ça le problème de la société publique locale, c'est qu'il y a un risque d'opacité, il y a un risque d'enfermement des gestionnaires dans leur propre monde. En l'occurrence, les 2 sociétés publiques locales à Nîmes, la SPL Culture et Patrimoine et la SPL Agathe, merci, sont gérés par 2 adjoints au maire, qui ont été nommés directement par le maire. Monsieur Proust pour la SPL Culture et Patrimoine, Monsieur Flandin pour la SPL Agathe. Et il n'y a aucun élu d'opposition dans les conseils d'administration, c'est à la discrétion donc du maire. Le conseil municipal n'intervient donc plus directement dans les choix qui sont faits par ces sociétés. Oui, mais par leur élu, oui. Uniquement la majorité. Uniquement le maire. Et en l'occurrence, à Nîmes, avec le contexte particulier que nous vivons, uniquement les 31 élus du groupe LR, du groupe Les Républicains. Et le problème, c'est que le conseil municipal n'a connaissance des activités de CSPL qu'en fin d'année, au moment de la présentation du compte rendu d'activité, il n'a plus son mot à dire. Ne sait pas ce qui s'est passé, n'a pas pu intervenir. Il ne peut pas agir, il ne peut pas... Il ne peut absolument pas agir, elle peut simplement dire oh, ben ça ne me plaît pas, ça me plaît, mais bon, ça n'a aucun intérêt. Et par exemple, en ce qui concerne le musée de la Romanité, on pose des questions sur la manière dont ça va être géré, parce que pourquoi une SPL? Pourquoi on a besoin d'une société publique locale, alors que les plus grands musées français sont gérés par les collectivités? Pour favoriser peut-être des amis, non? Peut-être, il faut le demander aux intéressés, mais a-t-on besoin au Arles, par exemple, grand musée antique, à Toulouse, grand musée des antiques également, enfin on prend bien d'autres exemples en France, eh bien la gestion est assurée par la collectivité, et la collectivité a la maîtrise de ce qui se passe. Et généralement, ça s'est intégré dans une véritable politique culturelle. Ici, on nous dit, le musée de la Romanité, bon, c'est très bien. Hein, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, ça améliorera effectivement l'image de la ville. Mais c'est d'abord pas fait pour être un musée. Alors, et pourquoi? Bon, on va poser la question à Philippe Papier. Philippe, bonjour. Moi, je partage ce qu'a dit Catherine, et d'une manière générale, effectivement, la question c'est pourquoi une SPL s'agissant du musée de la Romanité? On annonce, alors en plus, il n'y a que des capitaux publics dans une SPL, hein, donc il y a des capitaux qui viennent de la ville de Nîmes et de la ville de Saint-Gilles, ça a été dit. Et par contre, en matière de recrutement du personnel, il est à discrétion du président de la SPL. Ça signifie qu'on sort du statut de la fonction publique territoriale, qu'on est en plein dedans aujourd'hui avec ce qui va se passer à la SNCF. C'est-à-dire qu'on peut recruter qui nous veut. La preuve, c'est qu'il a été recruté à la direction de la communication, la femme du directeur de cabinet, ça a été un fiasco, ils ont été obligés de reculer, mais rien ne nous dit que dans les 15 personnes à recruter, alors il y a des interrogations, 15 personnes à recruter, qu'est-ce qu'on met dans les 15 personnes? Quelles sont les fiches de poste de ces 15 personnes à recruter? Ça paraît énorme, 15 personnes à recruter. Est-ce qu'il y a les gardiens dedans, puisque la SPL sera chargée de la gestion, y compris du gardiennage? Et ça pose une deuxième question qui, à mon avis, est essentielle, c'est la place du projet culturel du musée au sein de cette SPL. On a une conservateur d'État de haut niveau, moi j'ai travaillé avec elle il y a 15 ans, quand j'étais à la mairie. Elle a un projet culturel qui n'a pas tellement bougé, hein, en rappelant d'ailleurs que c'est pas uniquement la période romaine, ça part d'avant Rome, il y a la période romaine et ça va jusqu'au Moyen-Âge. La conservateur, là-dedans, quel rôle elle aura vis-à-vis du directeur de la structure qui dirigeait un truc de poisson, enfin, j'exagère, à Montpellier, il était directeur
d'un truc océanographe. Ah, oui, pas de poissonnerie. Donc lui, il est quand même assez loin de la romanité, même si les poissons en cause sont très anciens. Bon, quel rôle il aura vis-à-vis d'elle, hiérarchiquement? Comment elle pourra faire vivre son projet culturel? Elle n'est pas directrice, hein. Si le directeur dit moi votre projet il m'emmerde parce que... Et en plus il y a une remarque qu'a fait Franck Proust au dernier conseil municipal, je crois, qui est président de cette SPL. On n'a pas fait un musée pour faire un musée. Alors ça c'est tout à fait étonnant, on se demande pourquoi on a fait un musée. Mais moi j'ai une remarque générale sur ce qui se passe à Nîmes en ce moment. On est en train de tout tirer vers le tourisme. Tout tirer vers le tourisme. Donc on fait un musée pour amener des gens dans les hôtels, voilà. Ce qu'il y a dans le musée on s'en fout, la preuve, il y a encore une exposition inaugurale, on a payé 1 million d'euros sur les gladiateurs, bon il y a les grands jeux romains, vous savez ce que j'en pense, donc il y a cette interrogation-là. Bon, on va demander l'avis à Pierre Carpentier. Oui, l'aspect tourisme, on sait quelle est la problématique encore au niveau de la ville de Nîmes, puisqu'en fait, la compétence tourisme est normalement revenue à Nîmes Métropole, et donc l'outil de la SPL, je pense, était un peu dans cet esprit-là pour reprendre un peu la couverture sur la ville de Nîmes. Très bien. Oui, alors, Catherine, oui. Oui, à propos de ce que disait Philippe sur le contenu scientifique du musée, il y a une question aussi très importante. C'est que le comité scientifique qui avait été réuni a proposé un projet en 2011, qui est le projet du musée de la Romanité. Depuis 2011, il n'a plus été réuni. À notre connaissance, on a posé la question, et apparemment, il n'a plus été réuni. Et aujourd'hui, donc, on ne sait pas qui, effectivement, va définir le contenu scientifique et culturel de ce musée. Est-ce que c'est la SPL, M. Proust, le directeur, est-ce qu'ils ont les compétences pour le faire, ou est-ce que ce sont effectivement les conservateurs, en particulier les conservatrices qui est actuellement chargée du musée, qui vont le définir, qui vont avoir toute l'attitude pour le définir? Tout ça, c'est très flou, on ne sait rien. On sait tout du musée. On sait tout de l'aspect commercial du musée. On sait combien coûtera la location de l'auditorium à telle heure, la location de la terrasse le soir, etc. Ça, on le sait. On l'a voté en conseil municipal. Mais on ne sait rien sur ce qui fait quand même l'intérêt de ce musée. Et ce qui fera qu'il soit attractif au-delà de Nîmes, puisque c'est un musée municipal, eh bien, c'est son contenu scientifique. C'est pour ça qu'on se déplace, qu'on va à Bilbao, qu'on va à Toulouse ou qu'on va à Paris. On va voir une exposition parce qu'elle a un contenu attractif du point de vue scientifique et culturel. Et en concernant effectivement le tourisme, eh bien c'est tout simplement le résultat de la meilleure des chefs. Mais là, on revient. Donc, les Limois en ont assez de ce problème fournier la chose. On se demande si la municipalité, si les hommes de droite n'ouvrent pas la porte aux extrêmes, par exemple. Aux extrêmes, ou alors on a Macron qui est là également, hein, le parti qui est prêt justement à partir. Ils sont prêts, ils sont dans les starting blocks, il faut le savoir quand même. Donc, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Et est-ce que la gauche va pouvoir se réunir comme elle le souhaitait se réunir en 2014? Bon, là, vous ne pourrez plus compter sur François Dumas. Mais vous avez d'autres personnes qui sont, on est d'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, alors, moi, je ne suis pas prouvée si je n'ai pas la réponse, qu'est-ce qui va se passer? Je peux dire ce qu'on peut espérer, ce qu'on peut souhaiter. Ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'effectivement l'extrême droite ne puisse pas arriver à la tête de la ville, parce que ce serait catastrophique pour notre cité, catastrophique du point de vue culturel, du point de vue social, du point de vue économique, enfin à tout point de vue, on sait ce que donne la gestion de l'extrême droite dans les grandes villes, enfin, puisqu'on a l'expérience à l'Évitrol et d'autres. Donc il faut tout faire pour l'empêcher, il faut tout faire aussi pour sortir la ville du marasme politique dans lequel elle est actuellement, du marasme institutionnel dans lequel elle est actuellement, parce que c'est pas seulement le combat des chefs, c'est pas seulement le combat de coq entre le président de la Cour et le maire de Nîmes. Oui, on n'a plus de son. On n'a plus de son, on va continuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ça y est, ça arrive. Oui. Ça a aussi des répercussions sur l'ensemble de l'économie locale. Parce que nous coupons d'un certain nombre de partenaires, enfin nous coupons les ponts avec un certain nombre de partenaires, nous privons d'un certain nombre de possibilités. Par exemple, le musée de la Romanité, il n'a pas l'Institut d'Europe,
Par exemple, on se bat pour savoir qui fera le plus grand projet sur Portamana, autour de la gare TGV. Et puis quand finalement la ville décide que ça ne tiendra plus, ben, elle dit ah ben ça se fera pas. Enfin, on est là dans un marasme vraiment politique. Et est-ce que la gauche sera réunie en 2020 et quels seront les partenaires? Eh bien, souhaitons qu'elle se réunisse, mais pour cela, il faudra faire des efforts. Il faudra que, effectivement, d'abord qu'elle ait envie, que les différentes composantes de la gauche aient envie de se rassembler, parce que si elles n'ont pas envie de se rassembler, ben, ça ne se fera pas, ce sera comme en 2014, il y aura des semblants de réunions, mais finalement on n'aboutira pas. Donc il faut avoir envie d'abord, il faut que l'on se parle, il faut que l'on ouvre les portes, que l'on sache faire tomber un certain nombre de frontières. On peut ne pas être d'accord sur tout, sur la politique nationale, sur la politique internationale, sur un certain nombre de choses, mais au niveau local, on peut gérer ensemble, et on l'a déjà vu à Nîmes, ça s'est fait, on peut gérer ensemble, si on se met d'accord sur un certain nombre de propositions, de projets, parce que finalement la gestion d'une ville, ça appelle aussi du consensus, du compromis, et aucune composante de la gauche aujourd'hui, de toute façon, ne peut espérer arriver toute seule. Donc il faut s'unir et il faut savoir donc faire des compromis. Et savoir donc le Parti communiste français ouvre la porte aux autres. Alors moi je parlerai en mon nom personnel. Oui, mais tu représentes le Parti communiste en mon nom également. personnel, je souhaite qu'effectivement il ouvre la porte. Très bien. Les portes, merci. André Bonora, quel sujet t'intéresse? Je voulais rebondir sur le SPL, surtout pour le musée de la Romanité. Je pense que ça rentre un peu dans la corbeille UNESCO, tout ça. Hein. Je pense qu'il fallait présenter, il fallait que Nîmes rentre à l'UNESCO. Et donc je pense que ça sert aussi à ça. Et je pense aussi que le maire de Nîmes actuel a voulu peut-être un peu laisser un peu son empreinte, comme l'avait fait Bousquet avec la médiation. Pareil, exact. Et le stade des Costières, donc c'est tout ce qu'on a connu. Et je pense que c'est un peu son bébé. Je pense qu'il doit le sentir comme ça. Alors, peut-être qu'il se le protège, peut-être un peu trop tout seul, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas dans sa pensée. Mais je crois que c'est son truc. Voilà, il veut partir avec ça. Et on a l'impression qu'il a envie de partir et que Franck Proust, il est en train, on parlait des portes tout à l'heure avec Catherine, et qu'il a ouvert la porte à Franck Proust. On a posé la question à Richard Tiberino la semaine dernière, il nous a dit qu'il y a des personnes qui sont là. Il a déclaré, Jean-Paul Fournier, que Franck Proust était son successeur naturel. Hein. Voilà. Il a déclaré, donc il n'y a pas de... Jean-Luc Costa. Merci André. Oui, alors, moi je voudrais revenir sur le SPL, je voudrais poser une question à Catherine ou à Philippe. Je veux faire un peu l'avocat du diable. Pour moi et pour beaucoup d'entre nous, une SPL a été créée pour éviter les appels d'offres. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu là-dessus? Catherine, Philippe. Il y a deux choses. Une SPL, effectivement, lorsque la ville passe commande à la SPL, il n'y a pas d'appel d'offres. Elle lui demande ce qu'elle veut, sans passer par l'appel d'offres, quelle que soit la nature de l'activité. En revanche, une fois l'appel d'offres, enfin une fois l'appel passé, la SPL doit se conformer au code de marché et doit effectivement passer des appels d'offres. Et on ne choisit pas un petit peu ses partenaires? Alors non, là, elle est comme toute entreprise, elle est confrontée aux mêmes règles. Ce que je dis, la phase qui me paraît la plus grave et c'est le recrutement du personnel à la diligence du président. Voilà, ça, on sort de la fonction publique territoriale, il n'y a plus de concours, on recrute qui on veut. Donc il y a 45 personnes chez Agathe. Est-ce que quelqu'un, parce que là on est aussi au cœur de ce qui caractérise la politique de Fournier, c'est une politique du secret. Pas d'information, pas de communication. On fait ce qu'on veut. On fait voter au Conseil à un moment donné quand on ne peut pas reculer, mais de toute manière ils sont majoritaires. C'est la politique du secret. Moi j'aimerais avoir la liste des 45 personnes qui ont été recrutées à Agathe, savoir d'où ils viennent, quel est leur profil, et bon. Ça c'est la politique du secret. C'est exactement. Alors tu parlais de
pour la Romanité, bien sûr que ça s'inscrit dans le cadre du classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais quand même, ce qu'on peut regretter, le maire, j'allais dire, emmerde le monde à tout bout de champ, voir des signatures. De toute manière, je connais bien le processus de l'UNESCO, c'est pas à 5000 signatures de plus ou de moins qu'on sera classé. Trois réserves. Il y a 3 réserves, notamment une sur le contenu même du projet. On n'en sait rien, personne ne dit rien, personne ne dit ce qu'on répond, personne ne dit... Bon. Mais si c'est lié à l'UNESCO, ce qu'on aurait pu quand même espérer, s'agissant du conseil d'administration, parce que l'autre c'est de l'aménagement, donc ça se substitue à GATT, aux anciennes SEM. Hein. Bon, ça se substitue, mais l'originalité de celle de culture et patrimoine, c'est qu'elle a trait à la culture. On aurait pu penser qu'au conseil d'administration, je vous rappelle qu'il n'y a pas un UDI. Pas un UDI, c'est pour ça que ça aurait été intéressant. Corinne Ponce soit là aujourd'hui, parce qu'on lui aurait demandé est-ce qu'il y a eu des négociations ou pas. Il n'y a aucun UDI, et naturellement il n'y a aucun représentant de la gauche. On aurait pu penser que le classement au patrimoine qui intéresse toute la population trouve sa reconnaissance minime au sein du conseil d'administration de la SPL. Il y aurait eu un élu de gauche, de toute manière il y en avait 6 autres qui n'étaient pas. Voilà. Donc là on est quand même... On est sur un degré de la politique municipale qui est l'opacité totale. Je vous rappelle que, moi je cherchais quelque chose, bon, je travaillais à la mairie de Paris, on le sait, tous les rapports de l'inspection générale de la mairie de Paris depuis 10 ans, tous les rapports de l'inspection générale, chaque année il y en a 8. Il faut analyser le musée machin, il faut analyser le service truc, ils sont tous en ligne, vous pouvez les retrouver. L'inspection générale de la mairie de Paris, il y a 100 rapports en ligne. Nous, il n'y a rien. Moi, j'ai cherché sur les 2 SPL cette semaine sur Internet, il n'y a que dalle, il n'y a rien. C'est l'opacité. Et c'est de ça qu'il faut qu'on sorte. Donc, 4 ans, c'est une politique où il n'y a plus du tout de citoyenneté. Le citoyen n'existe pas. Et d'ailleurs, la SPL Culture et Patrimoine, tout le monde s'en fout. Je veux dire, les syndicats de la mairie de Nîmes, quand la liste de gauche, la dernière, a été élue, ils n'ont pas fait de cadeau, les syndicats, hein, tous les syndicats de la ville de Nîmes. Aujourd'hui, il n'y a absolument que dalle. Le maire a réussi à faire en sorte qu'on a une ville qui est sur un étouffoir. On ne discute de rien. Bien, Pierre Carpentier, tu as quelque chose à dire? Oui, voilà. En ASP, il y a culture et patrimoine, mais il y a aussi, donc, qui ont parlé Agathe. C'est vrai que les deux, on peut parler d'opacité, je partage un petit peu. Sauf qu'Agathe, il y a des éléments qui ont bougé aussi, qui pourraient être réalistes aussi. Il y a eu un certain nombre de projets qui ont abouti. Il y a la zone d'activité de Marguerite, l'école du Cabrières. Il y a eu le site universitaire de Hoche-Cernam, qui est quand même quelque chose d'important. Par contre, des projets qui traînent, c'est pas normal, notamment tout ce qui est marché-gare, le Mas des Rosiers, qui est normalement un projet qui est pris en charge par Agathe depuis 4-5 ans, qui est toujours de projet en projet. Aujourd'hui, le marché-gare, c'est 80 entreprises. Le marché-gare, c'est 600 emplois. Le Mas des Rosiers, quand on voit la zone du Mas des Rosiers, qui a connu Castorama à la grande époque, on a vu passer Zara, et aujourd'hui, c'est pas Zara, Tati Mas des Rosiers. Aujourd'hui, le Mas des Rosiers, c'est 30 entreprises, c'est 130 emplois. Et ça, c'était pareil, c'est des dossiers qui sont pris en charge par Agathe, et on se demande, mais qu'est-ce qu'on attend? Alors c'est des études sur études, à force de faire des études, il doit bien sortir quelque chose quand même, bon, sans parler de qui finance les études et des montants qui sont payés pour toutes ces études. Et quand on voit le marché-gare, quand on voit le Mas des Rosiers, mince. Voilà. Tu as bien fait de le signaler, Catherine. Oui, effectivement, c'est vrai qu'Agathe a fait avancer un certain nombre de choses, on a permis de faire avancer un certain nombre de choses, mais parce que c'était des dossiers aussi bien montés, avec des partenaires sérieux, comme par exemple Hoche, avec l'État, avec l'université, enfin bon, c'était des dossiers véritablement bien montés. Par ailleurs, pour le Mas des Rosiers, les actes, le marché-gare, le problème, je crois, c'est l'absence de politique économique, de politique de développement économique d'ensemble de l'agglomération. Et on fait, parce qu'on crée des zones commerciales, on crée de nouvelles zones commerciales
avant de se préoccuper effectivement du réaménagement, par exemple du bas érodé ou du marché-gare. On fait les choses sans cohérence, sans coordination. Là, on n'est pas sur des zones commerciales pures, on est sur des zones d'activité. Autant je parlais de Nîmes Métropole, les points positifs, c'est quand on voit Grayson, le développement de la zone de Grayson, qui est quand même parfaitement cohérent. Bouillargues aussi qui se développe, qui aurait besoin d'être un peu plus structuré, mais pas structuré, mais avec un peu plus d'entreprise, quoi que ça se développe. Voilà, je me dis que des zones comme ça, c'est triste. Tout à fait. Mais en matière de développement économique, on a quand même, là aussi, on subit effectivement les conséquences du conflit maire-président de l'agglo. On est toujours au même. On a quand même, il y a des villes moyennes de la même importance que Nîmes, des villes de 140 000 habitants, qui savent conserver leur tissu économique au centre-ville, leur tissu commercial au centre-ville, leur dynamisme commercial au centre-ville, et en même temps faire des zones d'activité, faire des zones commerciales en périphérie, parce qu'effectivement, pour le foncier, c'est difficile de trouver au centre-ville. Donc, il y a des villes qui savent associer les deux aspects. Une ville comme Montpellier, par exemple, n'a rien perdu de son dynamisme au centre, tout en développant la périphérie. Et seulement, le problème, c'est que c'est coordonné, c'est réfléchi en même temps, et pas de manière juxtaposée. À Nîmes, on n'a pas de politique d'aménagement ou de développement économique d'ensemble, et ça manque vraiment. Et c'est aggravé par ce conflit entre la mairie et l'agglo. Et par ailleurs, effectivement, Philippe soulignait l'absence de transparence, mais l'opacité. On est quand même une des villes les plus opaques en matière de gestion des services publics et de gestion de la ville de manière générale. Toutes les villes, par exemple, mettent leur conseil municipal sur les séances du conseil municipal, les séances de l'agglo aussi sur Internet, mais toutes les villes le font. Et même des communes. Paris, on le voit en direct. Non, à Paris, on le voit en direct. Mais partout, à Montpellier, à Lyon, partout on le fait. Bon. Ça a été d'ailleurs une des promesses électorales de Jean-Paul Fournier et d'Yvan Lachaud, la transmission en direct des séances des conseils municipaux et des conseils d'agglo, c'est toujours pas fait. On l'a pas. En matière culturelle, le conservatoire, là aussi, on peut parler d'opacité, on peut même parler d'ordonnances. On a véritablement là, des ordonnances fournies du maire. En matière pour le conservatoire, ce qui se passe actuellement est assez grave, puisqu'on peut se poser la question, y a-t-il encore un conservatoire de musique à Nîmes? Et y aura-t-il à l'avenir toujours un conservatoire à rayonnement départemental? Parce qu'il y a eu un problème interne. Avec Anne Zorn, la directrice. Voilà. Et donc, il y a eu une enquête administrative. À l'issue de cette enquête administrative, la directrice a vu son poste se transformer. Et elle est sur un poste exactement de développement culturel, de pratique culturelle et nouveau conservatoire actuellement. Elle n'est plus directrice du conservatoire. Elle est au placard. Or, le ministère de la Culture, la DRAC, la Direction Générale des Affaires Culturelles, avait posé deux conditions, je crois que c'était en 2016, pour la signature du contrat avec la ville, puisque le ministère de la Culture finance pour une part, donc 80 000 € par an à la ville pour le conservatoire à rayonnement départemental, mais le ministère avait posé deux conditions pour effectivement accorder ce label de conservatoire à rayonnement départemental. C'est que d'une part, la directrice ou le directeur nommé soit titulaire du diplôme correspondant, du diplôme de directeur de conservatoire, c'était le cas effectivement de la directrice mise au placard. Et deuxième condition, c'était qu'on s'engage vers le transfert des locaux. Autre promesse électorale de M. Fournier et de M. Lachaud. On s'était engagé à transférer effectivement les locaux très vétustes du conservatoire au Carme, une fois que les Carmes auraient été délocalisés vers Auch. Ce qui est prévu effectivement pour la deuxième tranche de Auch. Or, la deuxième tranche de Auch a pris du retard. La deuxième tranche de Auch, elle se réalise dans le cadre du contrat de plan, du contrat de projet de la région, et il y a du retard par rapport à ce qui était initialement prévu, puisque c'était déjà prévu ça par la municipalité de Clary, qui à l'époque avait réaménagé l'ancien bâtiment de France au Carme en université, mais de sorte que cette université puisse être transformée immédiatement en conservatoire, c'est-à-dire en prévoyant donc l'aménagement, notamment acoustique, des studios, des amphithéâtres, etc. Donc il y a beaucoup de retard. Mais depuis 2001, depuis l'élection de M. Fournier, rien n'a été anticipé par rapport à ce retard. Rien n'a été fait. On aurait pu imaginer des alternatives, parce que nous entendons vraiment des locaux vétustes. Les enfants sont dans des salles
plafond fissuré. Détermination, les relations avec la directrice des enseignants. Voilà, mais on pouvait envisager donc une alternative. Mais s'il n'y a pas de loi, par exemple, pourquoi? Par exemple, oui. Mais rien n'a été fait. Et alors, au conseil municipal, on ne sait rien, il n'y a eu aucune délibération sur ces transformations. Or, le conservatoire aujourd'hui n'est plus un conservatoire, puisque c'est un établissement, la directrice a été nommée... donc qui est-ce qui le gère maintenant, ce conservatoire? C'est une personne qui est cadre municipal, attaché, mais qui n'a pas de diplôme de directeur du conservatoire, et qui est nommée donc, sur un poste pour un service des enseignements artistiques et des arts vivants. Ça fait des enseignements artistiques et des arts vivants. Et elle est chargée de développer, donc sans doute, les enseignements artistiques au conservatoire, mais aussi les arts vivants au théâtre Christian Miché, qui n'a plus, en ma connaissance, de directeur non plus, de directrice non plus. Depuis le départ de Corinne Post-Casanova. Corinne, pardon. Oui, enfin, je parle de directrice. Là, oui, d'accord, mais effectivement. Voilà. Donc il y a quand même là une situation aussi qui est assez délétère. Hein. Un conservatoire qui se dégrade, dont on ne sait rien sur le devenir. Au conseil municipal, donc, il n'y a eu aucune délibération concernant la suppression du poste de directeur, de directrice du conservatoire, la transformation de ce poste et la création d'un autre poste d'assistant des activités artistiques. Nous allons être obligés de mettre un terme à cette émission. Hein. Et oui, ça va très vite. Pardon. Oui, mais justement, non, mais aujourd'hui, on n'a pas trop parlé parce que c'est très intéressant d'écouter Catherine. Donc voilà, on a aussi appris des choses, donc c'est intéressant. Donc on n'est pas obligé à chaque fois de parler lentement. Et c'est voilà. Jean-Luc. Oui, André a tout à fait raison. Moi, ce que je peux dire uniquement sur le conservatoire, ma fille en a fait partie au début des années 2000, de 2001 à 2002. Et récemment, j'ai été voir encore les locaux, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, rien n'a évolué, rien n'a changé. C'est une note pour moi, c'est une note. Pierre Carpentier, on va te donner. Non, pas le mot la confusion, mais voilà. Je dépends en étant sur au bord de la communauté de communes de Petite Camargue, où on a une école de musique qui vient d'être toute refaite, qui est magnifique, et qui fait un succès, et je pense qu'il y a pas mal de Lillois qui viennent nous rejoindre. C'est 1200 inscrits quand même sur l'Union conservatoire. 1200 inscrits. Philippe, tu avais quelque chose pour conclure cette émission? Non. Tu as dit tout ce que tu avais à dire. Ça a été dit. Le maire conserve son conservatoire en l'état. Un conservateur. Catherine Bernier-Brossard, merci beaucoup d'être venue dans cette émission. On en parle, qui est diffusée sur notre page Facebook. Donc il faut rappeler que tu es conseillère municipale d'opposition. Conseillère communautaire également à Nîmes Métropole. Alors je voulais juste vous rappeler que cette dernière, dans la vie, est enseignante, géographe, docteur en sciences humaines. Elle a sorti plusieurs livres, elle a plusieurs livres à son actif, et notamment sur le développement culturel et territoire, ou les mots qui font la ville. Nous avons... Oui, tu voulais dire quelque chose? Le mot toujours la fin, aimez-vous les uns les autres. Et tu y tiens, ça. Bon, merci beaucoup, merci à Benjamin. Benjamin de nous avoir accueillis tous ici au volet. Merci madame, merci messieurs, à très bientôt. Restez fidèles à notre page. Bye bye, au revoir.